Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Aujourd'hui encore, notre expert, toujours Xavier Perminja, directeur d'activité dans le photovoltaïque chez Unit. Nous allons parler ensemble de la loi d'accélération des énergies renouvelables et peut-être de ses péripéties. Alors, Xavier, bonjour. Bonjour Marian. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour résumer un peu ce qu'est cette loi d'accélération, en résumé, des énergies renouvelables? En résumé, c'est une loi qui porte très mal son nom, puisque la crainte de la profession aujourd'hui, c'est que ça ralentisse le développement du photovoltaïque en France, sachant que l'objectif initial était évidemment qu'on puisse aller plus vite pour développer nos projets, pour rattraper le retard de la France, qui est systématiquement condamné par l'Union européenne ces dernières années, du fait de la non-atteinte des objectifs en matière d'énergie installée. On va encore rater d'ailleurs les objectifs 2023, et l'année dernière, je crois qu'on a eu une amende de 500 millions d'euros parce qu'on n'avait pas atteint nos objectifs. Donc l'objectif de la loi était de pallier ce problème, mais malheureusement, ça risque de pas arriver, comme on va le voir, je pense. Quand on parle des énergies renouvelables, on parle de quelles énergies spécifiquement ? Alors, en l'occurrence, là, cette loi, c'était surtout pour accélérer le développement de l'éolien et du photovoltaïque. Il y avait d'autres énergies d'ailleurs qui étaient concernées, mais je suis un peu moins connaisseur. On parlait aussi d'éolien en mer, mais de mon côté, c'est plutôt sur la partie photovoltaïque que je peux en parler. D'accord. Alors, il me semble qu'en tant qu'acteur du photovoltaïque, tu n'es pas du tout satisfait par la loi. C'est ce qui vient de transparaître. Je confirme. Voilà. Alors, en juste une phrase, parce qu'ensuite on va y venir. Juste une phrase, quel impact négatif tu verrais ? L'impact, c'est que ça va rajouter de la lourdeur administrative dans le développement de tous nos projets, finalement. Bon, donc la réglementation est plutôt controversée. On va commencer quand même par ses bons côtés. Est-ce que tu peux nous donner les bons côtés de la loi, ce que tu peux visualiser aujourd'hui ? Oui, c'est vrai qu'il y en a, notamment concernant les dérogations liées à la loi littorale et à la loi montagne, qui sont deux lois qui sont destinées à protéger nos littoraux et nos montagnes, comme leur nom l'indique. Il se trouve que jusque-là, c'était impossible d'envisager un projet solaire, par exemple, sur une décharge ou sur un terrain pollué, dès lors qu'on était situé en loi littorale. Là, grâce à cette loi, on va avoir des dérogations qui seront mesurées et assez limitées, et idem en montagne, ce qui nous permettra de valoriser ces sites, alors que jusque-là c'était impossible. Dans la catégorie des plus, je mettrai aussi la raison impérative d'intérêt public majeur qui va s'appliquer à nos projets, qui permettra de plus facilement obtenir des dérogations de destruction espèces protégées. Aujourd'hui, ça arrive fréquemment qu'on soit sur des projets où on va avoir un impact résiduel sur la faune et la flore malgré la mise en place de la doctrine ERC, donc éviter, réduire, compenser, dans nos études d'impact. Et jusque-là, c'était assez compliqué d'obtenir des dérogations. Encore une fois, même dans des cas qui peuvent paraître un peu ubuesques, où on est sur d'anciennes décharges. Moi, j'avais un projet, on était sur une décharge en plein milieu d'une forêt dans la Nièvre, avec des pneus qui dépassent et des morceaux de frigidaire un peu partout. Donc vraiment pas un terrain sympa de prime abord. Et puis, en fait, on était en zone rouge de protection d'une espèce d'oiseau qui, en fait, il y avait un terrain de chasse potentiel sur une microzone à proximité. On avait dû abandonner le projet. Donc, c'est ce genre de choses que cette loi nous permet peut-être d'éviter à l'avenir. Et puis après, c'est à peu près tout en termes d'impact positif. On parle beaucoup de cette fameuse obligation de couvrir les parkings de plus de 1500 mètres carrés, qui sur le papier, effectivement, est tout à fait louable. Et puis, c'est vrai que nous, on a tendance à privilégier ce type de zone pour nos projets. Mais je pense que l'impact de cette obligation va être très limité. Pour avoir discuté récemment avec plusieurs acteurs qui ont beaucoup de foncier, qui ont beaucoup de terrains de ce type-là, de parking, en fait, eux, ils préféreront payer une amende qui s'annonce minime, plutôt que de bloquer leur foncier pendant 30 ans. Parce qu'il faut bien avoir en tête que nos projets à nous, c'est 30 ans pour les rentabiliser, et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir loué un parking entre guillemets pour 5 à 10 ans. Ça n'aura pas le seuil de rentabilité de nos projets. Et donc ces industriels ou ces gros propriétaires fonciers, leur parking, ils le voient comme une réserve foncière en fait, et ils veulent se le garder pour pourquoi pas le valoriser en centre commercial ou en zone de lotissement, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, des projets bien plus lucratifs pour eux que des centrales photovoltaïques. Et donc voilà, leur plus grande crainte étant de bloquer le foncier sur une longue durée, c'est pas dit du tout qu'ils souhaitent s'engager avec des acteurs comme nous. Donc ici, on va se retrouver dans une situation où il y avait une très bonne intention, mais dans les faits, elle n'est pas allée assez loin de toute façon pour que ce soit pertinent pour des acteurs comme Unit.
Exactement, et puis il y a aussi plein de dérogations possibles. Je pense qu'il sera assez facile dans pas mal de cas de prouver qu'il n'y a pas d'équilibre économique à ce genre de projet, et c'est une des raisons qui devrait permettre de ne pas avoir à couvrir un parking par exemple pour un propriétaire. Il faut savoir que nous, quand on étudie un parking comme ça, 1500 mètres carrés c'est très petit, donc 1500 mètres carrés c'est le seuil qui a été retenu. C'est compliqué pour nous d'obtenir une rentabilité économique sur des si petits parkings, quoi. Donc c'est vrai que je pense que les propriétaires de ces zones-là auront beau jeu de montrer qu'un projet économique n'est pas viable économiquement sur ces zones-là. Mais quand même, en préalable, on n'a pas trop parlé, mais je pense que c'est important de noter que, et à titre personnel, je pense qu'on a de la chance en France d'avoir les normes qu'on a, d'avoir les lois qu'on a. Je parlais de la loi littorale tout à l'heure. Je pense que c'est quand même dans le fond une loi qui nous permet d'avoir des littoraux qui sont pas trop bétonnés, et c'est hyper positif. Voilà, mais il faut juste être conscient du fait que toutes ces réglementations, si elles sont louables par certains côtés, elles font qu'on n'atteint pas nos objectifs d'un autre côté. C'est-à-dire qu'on ralentit tous les projets en France, et je ne parle pas que de solaire photovoltaïque, hein, et c'est le pendant finalement de cette réglementation assez forte qui nous contraint, quoi. En fait, il y a un côté écologique dans certaines lois qui sont appréciées par des groupes plutôt écolos comme UNIT, mais qui en même temps entravent le travail. Exactement. Alors, maintenant, on va parler de quelque chose qui il me semble, serait même non pas assez abouti, comme cette histoire de parking, où la loi n'est pas assez aboutie ou ne pousse pas assez, mais qui serait même contre-productive, si j'ai bien compris. On me parle, j'ai lu, et tu m'as parlé, de ces histoires de zones prioritaires. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi c'est pas bien ? Alors, c'est des zones qui sont censées être des zones d'accélération, des zones prioritaires de développement des énergies renouvelables. Donc là encore, sur le papier, on se dit génial, c'est des zones sur lesquelles on va aller beaucoup plus vite pour développer les projets, qui permettront d'avoir une meilleure acceptabilité des projets, etc. Et qui reprend un petit peu ce qui avait été fait dans l'éolien il y a une dizaine d'années. Je crois que ça s'appelait les ZDE, les zones de développement éolien, qui n'avaient pas du tout marché d'ailleurs à l'époque. Et en fait, le problème avec ces zones-là, c'est que ça va ralentir tous les projets de 2 à 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, définir une zone d'accélération ou une zone quelle qu'elle soit, dans notre beau pays qu'est la France, avec toutes les règles dont on vient de parler, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça veut dire que c'est les communes, a priori, qui vont établir ces zones. Le temps qu'elles identifient les terrains, qu'elles fassent l'étude qui ira bien pour valider qu'il n'y a pas d'impact justement environnemental, et qu'elles donc définissent une cartographie, ça prendra un an. Ensuite, il faudra faire modifier potentiellement les documents d'urbanisme après avoir fait valider les documents en préfecture, qu'on est à peu près à 2 ans au minimum. Et en moyenne, il est assez probable que s'il y a de la concertation au niveau des EPCI, donc les communautés de communes par exemple, etc., ça bloque. On le voit aujourd'hui quand nous on est très souvent en contact avec justement des communautés de communes qui doivent établir un plan local d'urbanisme intercommunal. Ça prend des plombes, c'est 4 à 5 ans un PLUI en partant de zéro. Pourquoi ? Parce que y a chaque commune qui a son intérêt propre, il y a des divergences à gauche à droite, il y a pas mal d'études à mener. Et voilà. Ces zones d'accélération, pour moi, c'est vraiment une très mauvaise idée dans le principe, parce que le temps que ça soit défini, ça va être extrêmement long. Et en plus de ça, c'est un moyen de donner une espèce de droit de veto caché aux maires qui sont parfois peu enclin à prendre des risques, si je veux rester poli. C'est-à-dire que nous, on est souvent confrontés, et là j'ai pas mal de projets en tête parmi ceux que développe UNIT, à des maires qui se disent qu'un projet de centrale solaire, c'est un gros projet, donc forcément il y aura des oppositions, donc on va pas se mouiller, quoi. On va laisser traîner le truc, on laissera le sujet au suivant si possible. Et alors ça, c'est vraiment un des aspects les plus frustrants de notre job, je pense, c'est d'être confronté à ces élus-là qui, parfois, ont un conseil qui est favorable, mais juste, ils savent que c'est eux que, effectivement, peut-être les riverains iront voir un jour en disant, on la voit depuis le circuit de promenade où je vais le dimanche soir, et du coup, que c'est eux qui vont être confrontés à d'éventuels mécontents. Et finalement, ces zones-là, ça va leur donner un prétexte idéal pour ralentir les projets, parce que tous les projets qu'on a en cours, qui sont lancés parfois depuis 2-3 ans, qui sont en cours de discussion avec ces élus-là, ils vont me dire attendez, là maintenant on a une loi qui arrive, il faut quand même qu'on définisse une zone, donc on va faire les choses dans l'ordre, etc. Et faire les choses dans l'ordre, c'est vraiment leur première excuse pour ralentir les dossiers. Puis d'ailleurs on le voit on le voit depuis quelques mois, cette histoire, puisque ça fait quelques temps que ces élus-là en particulier nous disent attendez, votre projet, on va pas en parler tout de suite, il y a une loi qui arrive là bientôt, donc on attend de voir ce que donnera cette loi et puis on verra en fonction. Donc voilà, il faut être
très conscient du fait que cette loi, certes, elle va peut-être permettre de protéger certaines zones. On n'a pas parlé du fait que ça allait imposer, par exemple, aux développeurs de ne pas défricher des surfaces supérieures à 25 hectares, ce qui, à titre personnel, je trouve plutôt positif, même si beaucoup de nos confrères, pensent que c'est là aussi une mauvaise idée. Donc voilà. Ok, donc on a devant nous, face à nous, une loi qui a un nom absolument génial. Mais c'est tout, en fait. C'est voilà. un gros problème pour des acteurs comme Unit. Et c'est tout, et ça permet, avant ta dernière question, ou je sais pas si c'est la dernière, vas-y. Ça permet évidemment à pas mal de députés de dire c'est super, et là de se congratuler dans la presse en disant ça y est, la France met en place les outils pour atteindre les objectifs, alors que même eux savent pertinemment que c'est pas le cas. Hein. J'ai pu discuter avec un des députés qui était en charge de la commission mixte paritaire qui a dû statuer sur la loi entre Sénat et Assemblée, qui m'a dit textuellement: je ne suis pas l'ami des développeurs dans cette loi, et qui est très conscient du fait que cette loi va ralentir les projets. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est moi, ce que je veux, c'est du solaire en toiture uniquement. Et donc cet argument du solaire en toiture, on le connaît par cœur. C'est très bien, les toitures. Effectivement, moi aussi, je trouverais ça plus pertinent qu'on touche à aucun espace au sol pour produire de l'énergie. Malheureusement, il n'y en a pas assez déjà des toitures pour faire nos objectifs. Et puis, il faut avoir aussi en tête qu'un électron produit par une centrale en toiture, il coûte beaucoup plus cher qu'un électron produit par une centrale au sol. Et finalement, on les entend, les mêmes députés qui disent que oui, nos pauvres concitoyens payent leur électricité super cher, on a augmenté le tarif régulier de vente de 15% en janvier, c'est un scandale, etc. Et eux se posent pas la question de comment on peut produire de l'électricité peu chère. L'ordre de grandeur, c'est 2 fois plus cher, entre un mégawattheure produit en toiture et un mégawattheure produit au sol. Et ça, quand on le dit aux députés, il était un peu interloqué, puis il dit en fait, il a aucune idée de ça, quoi. Et il s'est jamais posé la question, et c'est vraiment pas des éléments qui sont pris en compte. Donc voilà, ça a un côté très démagogique, et c'est un peu frustrant pour nous. Je comprends ta frustration. Allez, encore un point qui me semble être un point de frustration. On n'a pas encore parlé de la nouvelle réglementation sur l'agrivoltaïsme. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit, cette réglementation ? Pour le coup, c'est pareil. Je pense que c'est quelque chose qui était utile de parler d'agri-solaire, de définir un peu ce qui est autorisé ou pas, parce que c'est vrai qu'on voit aujourd'hui une ruée sur les terrains. On voyait une ruée sur les terrains agricoles avec potentiellement pas mal de projets qui pourraient être mal conçus. Donc définir l'agrivoltaïsme, c'est très bien selon moi. Maintenant, il faut le faire intelligemment, encore une fois. Là, dans la loi, ce qu'on sait, c'est que l'activité de production solaire devra être déjà secondaire par rapport à l'activité agricole, et puis surtout devra améliorer le potentiel agronomique des cultures, aider à faire face aux différents aléas type sécheresse ou stress hydrique, contribuer à améliorer le bien-être animal, ou ne pas faire obstacle à la PAC, par exemple. Donc tous ces éléments-là, ça reste assez vague. On attend aujourd'hui des décrets d'application, c'est ces décrets qui vont donner plus de précision là-dessus. Et sur ces décrets, il y en a 2 notamment qui vont être hyper importants pour nous. L'un devra définir la durée minimale au bout de laquelle un sol est considéré comme inculte et pourra donc être passé en agri-solaire. Et l'autre devra préciser les différentes déclinaisons de l'agrivoltaïsme. Donc ce que je viens de te lister là, mais en plus précis. Donc voilà, ça reste encore un peu flou. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un point sur lequel nous on se bat et qui nous paraît important de noter, c'est que ce qui est prévu aujourd'hui dans la loi, c'est que quand on regarde l'activité principale d'une parcelle, sachant que cette loi, ce qu'elle souhaite, c'est que l'activité agricole reste l'activité principale par rapport à l'activité de production électrique. Donc si on regarde à l'échelle d'une parcelle, la rentabilité agricole sera toujours inférieure à la rentabilité électrique de par les montants en jeu, en fait. Donc nous, ce pourquoi on se bat, c'est qu'on regarde à l'échelle d'une exploitation. Typiquement, qu'un agriculteur puisse dire qu'à l'échelle de son exploitation, l'activité agricole reste principale, mais que sur une parcelle déterminée, il produit l'électricité, et donc que le loyer qu'il perçoit ou les rémunérations qu'il perçoit seront moindres à l'échelle de son exploitation globale, mais pas à l'échelle de la parcelle. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si. Ça nous paraît important de bien faire le distinguo. Et puis là encore, en fait, les chambres d'agriculture et les départements ont pas mal réfléchi à ces sujets-là. Il y a des doctrines d'à peu près toutes les chambres d'agriculture en France aujourd'hui maintenant. Ça nous paraît pertinent, ça nous aurait paru pertinent de laisser ça à l'échelle locale, plutôt que d'aller vouloir légiférer encore comme on le fait, on sait bien le faire en France, au niveau de Paris, à vouloir rajouter des règles, alors que finalement, nous, ce dont on a besoin, et c'est peut-être un point sur lequel j'aimerais insister aussi, c'est pas forcément une loi d'accélération, c'est plutôt du monde dans les administrations pour traiter nos dossiers.
C'est-à-dire que notre gros problème aussi, c'est qu'on a des dossiers qui sont en attente depuis des mois. Et aujourd'hui, instruire un permis de construire, c'est pas 1 an, c'est presque 2 ans en France. Plutôt que d'aller légiférer une fois de plus, il aurait peut-être fallu penser à renforcer les équipes en local au niveau des directions départementales des territoires, les DDT. Et ça nous aurait paru plus pertinent, sachant que le cadre réglementaire était déjà relativement strict, à mon sens. Sachant que quand on est soi-même cultivateur et qu'on fait appel à vos services, dans un certain nombre de cas, effectivement, les panneaux solaires vont peut-être permettre d'augmenter la rentabilité. J'en sais rien, si j'ai un élevage de truies, tout ce genre de choses, c'est prouvé. Mais dans un certain nombre de cas, on risque de perdre parce qu'une partie du terrain va être utilisée pour les pieds des panneaux solaires. On risque de perdre, par exemple, 10% de rendement. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces situations où le cultivateur perd en rendement et gagne en chiffre d'affaires? Au final, est-ce que la loi a un impact là-dessus ? Ça rejoint ce que je disais sur cette fameuse activité agricole principale ou secondaire. L'activité agricole doit être principale, donc on ne sait pas ce que ça veut dire principal aujourd'hui. Est-ce que c'est au niveau des... Enfin, on ne va pas comparer des quintaux à l'hectare à des euros du mégawattheure. Donc c'est justement comment on va définir ce qu'est le principal ou pas. Mais c'est sûr qu'on peut risquer... une perte de rendement, je ne serais pas forcément d'accord avec toi, dans le sens où certes, il y aura un petit espace qui sera pris par les pieds, etc. Mais des projets agrisolaires bien conçus permettent, selon nous, de, à minima, maintenir les rendements préexistants. Et notre sentiment, mais ça c'est très difficile à prouver, c'est qu'avec la multiplication des événements exceptionnels, type sécheresse et autres, on aurait même une augmentation des rendements sur le long terme. Donc voilà, là je vais trop m'avancer là-dessus parce qu'il n'y a pas d'études suffisamment poussées pour qu'on puisse l'affirmer avec certitude, mais c'est un sentiment en tout cas. Bon, alors au final, après tout ce que tu m'as dit, après cette nouvelle législation, après tout ça, est-ce que tu penses qu'il faut être pessimiste sur l'avenir du photovoltaïque en France ? Non, sinon j'aurais déjà démissionné. Ce qui est sûr, c'est que ça va ralentir les projets, comme je l'ai dit en intro, je pense. Mais le solaire, c'est devenu trop compétitif. Il n'y a plus aucun doute sur le fait que ce soit l'énergie de demain, puisque c'est déjà celle d'aujourd'hui, et que les coûts continuent de baisser en termes de prix des panneaux solaires, mais en parallèle, en termes de production par mètre carré, on est aussi en constante augmentation. Donc clairement, donc encore une fois, la France sera en retard par rapport à ses voisins ou à d'autres pays, mais on ne peut pas aujourd'hui aller contre le développement de cette énergie. Et non, je suis pas du tout pessimiste. Ça implique que par exemple une entreprise comme Unit aujourd'hui on va aussi changer un petit peu de stratégie, on va aller se recentrer sur ce qu'on fait très bien, sur de l'agrivoltaïsme avec de l'élevage, de la volaille, avec de l'ovin, et peut-être moins de projets un peu exotiques. On en a quelques-uns qu'on va continuer à développer, on va en lancer probablement d'autres, mais on va aussi devoir blinder un peu plus nos études de potentiel agronomique, etc. Mais non, je reste assez optimiste. Merci Xavier. Je rappelle que tu t'intéresses de près à la question parce que tu travailles pour Unit, un groupe qui développe, construit et exploite des centrales de production d'électricité locale et durable. Si vous qui nous écoutez, vous êtes intéressé pour valoriser un terrain, un parking de bonne dimension, un élevage ou pour un projet photovoltaïque de ce type, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. Dans tous les cas, abonnez-vous au podcast pour en découvrir plus sur l'avenir de l'électricité verte. Bonne journée Xavier. Salut Marian.